Nous allons passer à des partages d'expériences de pays ayant utilisé avec succès la gestion collective et les canaux numériques et digitaux comme levier pour drainer l'épargne vers les produits financiers. Nous allons dans un instant avoir en ligne un expert qui est à la Banque mondiale, donc de Washington. Est-ce qu'on est connecté avec M. Boitreau? Alors, notre prochain intervenant est spécialiste en chef du secteur financier à la Banque mondiale. Je vous salue, il est bientôt chez vous, Monsieur Boitreau. Sébastien Boitreau, c'est à vous. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il est un petit peu tôt à Washington, mais c'est un plaisir de participer, même si c'est d'un peu loin, aux rencontres du marché des titres publics. Grand merci à Humo à titre pour cette opportunité. Je vais donc faire un partage rapide d'expérience sur les marchés qui utilisent avec succès soit la gestion collective, soit des canaux spécifiques, numériques, digitaux, pour atteindre la clientèle des investisseurs particuliers. Je vais commencer tout d'abord par rappeler les spécificités de l'investisseur particulier. Il s'agit d'un investisseur qui investit plus faiblement que les investisseurs institutionnels, par définition, qui transige moins souvent et surtout qui a une connaissance plus limitée du fonctionnement des marchés financiers. Alors pour pouvoir répondre à ces spécificités, les émetteurs dans les pays avancés, émergents ou à faible revenu ont développé principalement deux approches. La première est de faciliter l'investissement des particuliers à travers les canaux institutionnels, les produits de gestion collective comme les OPCVM, la souscription à des contrats d'assurance vie, la participation à des systèmes de retraite. La seconde approche est plus spécifique puisqu'elle vise à développer un canal en faveur des investisseurs particuliers qui peut s'appuyer, pas nécessairement, mais qui peut s'appuyer sur les technologies numériques et digitales. Ce second canal, cette seconde approche elle-même, peut présenter des particularités variées. Elle peut uniquement recouvrir le marché primaire, donc la souscription de titres à l'émission, ou également inclure le marché secondaire. Elle peut comprendre des titres émis spécifiquement pour les investisseurs particuliers. Et enfin, elle peut viser d'autres objectifs que le financement de l'État, à savoir promouvoir l'éducation financière ou l'inclusion bancaire. Alors, je vais maintenant détailler un peu plus les deux approches. Je commence par l'approche institutionnelle. Elle présente des avantages assez importants, puisque pour l'émetteur, elle est très simple. Rien ne change pour lui. Il continue de s'adresser à son groupe d'investisseurs institutionnels. Pas de coûts supplémentaires non plus pour l'émetteur qui place ses titres suivant les procédures habituelles concurrentielles. Autre avantage pour l'émetteur, il n'a pas à gérer le marché secondaire des investisseurs particuliers, puisque ce sont les canaux institutionnels qui s'en chargent. Typiquement, les OPCVM vont gérer les entrées et les sorties de particuliers pour les titres, les parts d'OPCVM ou les actions d'OPCVM. Enfin, cette approche permet de contribuer à la diversification de la base d'investisseurs institutionnels, ce qui peut bénéficier aussi à d'autres émetteurs dans le marché et contribuer au développement du marché financier. Alors, cette approche a aussi des inconvénients et des contraintes. D'une part, elle suppose pour fonctionner qu'il y ait une offre institutionnelle qui soit accessible au plus grand nombre et en particulier qui offre des frais de gestion qui soient attractifs et en phase avec les capacités financières de la base d'investisseurs particuliers. Elle suppose aussi un cadre juridique et de supervision qui soit suffisamment solide pour protéger les investisseurs particuliers qui ont besoin d'un niveau de protection plus élevé compte tenu de leur moindre connaissance du fonctionnement et des règles des marchés. Elle ne
elle peut rester complexe, malgré tout, pour des investisseurs qui n'ont pas de culture financière importante. Et enfin, elle ne permet pas à l'émetteur de développer une relation directe avec les investisseurs particuliers, ou en tout cas, elle le rend plus difficile, alors même qu'une telle relation, on a pu le voir, peut présenter des avantages, notamment en période de crise. Alors pour toutes ces raisons, l'approche institutionnelle est aujourd'hui la plus fréquente dans les économies avancées, qui disposent d'un secteur bancaire mature, diversifié et concurrentiel. Le taux de bancarisation élevé, l'offre diversifiée de produits retail, le taux d'épargne qui est jugé suffisamment élevé, tous ces facteurs expliquent le succès de cette approche dans ces économies. Et fort logiquement, l'autre approche, celle qui repose sur un canal spécifique, est plutôt en déclin dans les économies avancées. Par exemple, on a vu ces dernières années la Suède et le Canada fermer leur programme gouvernemental de placement de titres auprès des particuliers. Il reste encore quelques pays qui développent une approche spécifique parmi les économies avancées, notamment chez les anglo-saxons, mais ils sont une minorité aujourd'hui. Cette approche institutionnelle, elle est adaptée aussi en l'absence d'objectifs secondaires, c'est-à-dire lorsque l'émetteur vise avant tout à émettre ses titres au moindre coût à moyen terme pour un niveau de risque donné, mais n'a pas d'objectif secondaire spécifique en matière d'éducation financière, d'accès aux comptes ou d'inclusion bancaire ou de soutien à l'augmentation du taux d'épargne. Dernier point, ce n'est pas parce que cette approche est très populaire dans les économies avancées qu'elle n'existe pas dans les autres économies. Il y a des économies émergentes qui s'appuient sur cette approche pour atteindre les particuliers. Le Maroc en est un exemple qui a rencontré un succès notable. J'en viens maintenant à la seconde approche, la plus spécifique, la plus originale. Donc cette approche qui est de développer un canal particulier, spécifique pour atteindre les investisseurs particuliers. Alors, elle présente des avantages qui sont un peu en miroir des inconvénients de l'approche précédente. D'une part, elle permet d'émettre des titres qui répondent aux besoins des investisseurs particuliers, des obligations avec des caractéristiques plus simples, avec capitalisation des intérêts pour ceux qui souhaitent disposer de l'intégralité de leur épargne à un moment particulier, le départ à la retraite par exemple. Elle permet d'avoir des titres dont le rendement est aligné sur un indice pertinent pour les particuliers. Ça peut être le coût de la vie, l'inflation. Elle permet aussi d'émettre des titres qui répondent à des préférences des investisseurs particuliers. Et là, on peut citer les obligations à bons qui sont très diffusées, par exemple, en Irlande et dans quelques autres pays. Enfin, elle permet d'inclure des conditions de rachat par l'émetteur ou de remboursement anticipé au pair ou à des coûts limités pour les particuliers. Cette approche présente aussi des inconvénients et des contraintes. Elle est complexe pour l'émetteur, qui doit gérer un portefeuille de titres plus important, et cela peut contribuer à la fragmentation de son portefeuille. Surtout, elle est lourde et complexe pour un émetteur qui doit en fait gérer un produit de masse, un produit à grande échelle, puisque les programmes en faveur des particuliers peuvent comprendre des dizaines de milliers, voire plus, d'investisseurs. Cette complexité et ce coût, il est important de savoir qui va le porter. L'émetteur, avec un coût budgétaire, ou l'investisseur particulier lui-même, qui devra peut-être accepter un taux de rendement plus faible que celui offert aux institutionnels. Il y a enfin des risques de réputation, par exemple lorsque les conditions de rachat sur le marché secondaire pour les particuliers sont en décalage avec celles offertes aux institutionnels. Et enfin, il peut y avoir des risques d'arbitrage ou de constitution de rente, en particulier lorsque les programmes destinés aux particuliers présentent des taux d'intérêt plus attractifs. Il y a eu des exemples, notamment en Asie du Sud, de telles dérives. Alors, pour faire face, pour pallier ces risques, ces contraintes, les expériences internationales fournissent quelques leçons. D'une part, l'émetteur peut recourir à une entité tierce pour la gestion opérationnelle de son programme. Cette entité peut être une bourse de valeur, une institution ou des institutions financières. La publication du cours secondaire des titres sur des canaux et des médias à grande diffusion est aussi importante, ainsi qu'une coordination étroite
avec l'autorité du marché pour assurer la bonne protection des investisseurs particuliers. Le rôle des nouvelles technologies est aussi à souligner dans ce cadre, que ce soit les interactions en ligne par Internet ou par téléphone portable, qui peuvent comprendre le paiement. Et ici, le Kenya a longtemps fait figure de pionnier en matière de développement de souscription en ligne de titres publics sur téléphone mobile, le développement d'applications spécifiques sur mobile, l'intégration d'autres produits, de simulateurs, de profils numériques. Tout cela présente des risques lorsqu'il s'agit de technologies numériques et digitales, des risques de fraude, de cybersécurité. Mais je dirais que le risque, paradoxalement, est plus dans l'inadéquation potentielle entre une offre technologiquement importante et une population ou une clientèle qui, elle, va être plutôt âgée, puisque c'est celle qui dispose d'une épargne à investir, et donc moins attirée ou moins familière avec ces technologies. Donc c'est un aspect aussi à savoir gérer. Alors, pour illustrer cette approche spécifique, puisque ce que je viens de dire reste assez théorique, je conclurai par, par deux exemples. Le premier est un exemple qui concerne les Philippines. Cet exemple est intéressant parce que les Philippines connaissent un contexte très favorable à l'utilisation des nouvelles technologies, alors même que le taux de bancarisation est faible. Moins de la moitié de la population philippine est bancarisée, mais par contre, les taux de pénétration de téléphones portables et d'Internet sont très élevés, beaucoup plus élevés. Il y a par ailleurs une diaspora importante qui dispose d'épargne à investir et qui souhaite en investir au moins une partie au pays. Et enfin, une culture de participation des particuliers au marché actions sur laquelle le ministère des Finances a pu s'appuyer pour développer des instruments spécifiques pour les particuliers en matière de titres publics. L'émetteur souverain a donc émis des titres en devise locale, mais aussi en dollars, a émis des obligations à l'eau. Mais surtout, le ministère des Finances a, depuis un certain temps, développé des canaux digitaux. Tout d'abord par une plateforme de souscription en ligne, et puis en partenariat avec les banques, a développé des applications mobiles, soit pour le marché domestique, soit pour la diaspora, ce qui permet aujourd'hui aux Philippins dans plus de 70 pays de pouvoir accéder par canal numérique au titre de leur pays pour y souscrire. Le gouvernement a plus récemment développé lui-même une application mobile avec un contenu non seulement transactionnel, mais aussi éducatif. Et je passe maintenant au second exemple, tout aussi intéressant, qui est l'exemple du Brésil. Le Brésil, depuis plus de 20 ans, a développé un programme spécifique à destination des particuliers qui s'appelle Tesouro Direto. Il compte aujourd'hui plus de 2 millions d'investisseurs particuliers qui sont inscrits, donc c'est vraiment un programme qui a rencontré un succès important. Il fonctionne en partenariat avec B3, qui est la bourse de valeur du Brésil, et le secteur bancaire, et permet l'accès à un large choix de titres pour des montants très faibles, de l'ordre de quelques dollars d'investissement minimum. Toutes les fonctions de transaction, de souscription, de remboursement, de suivi du portefeuille sont accessibles en ligne ou par application sur téléphone mobile. Un simulateur qui permet de comparer les stratégies d'investissement est également possible. Plus récemment, le Brésil a développé la possibilité de s'enregistrer via la plateforme d'état civil brésilienne, celle qui est utilisée pour les cartes d'identité et les passeports. Donc, via cette plateforme, un investisseur peut s'enregistrer sur le système de l'État pour la souscription de titres en quelques minutes. Et enfin, la possibilité d'utiliser un système de paiement en ligne instantané a été offert récemment. Donc, avec ces deux exemples, on voit comment des canaux spécifiques à destination des particuliers peuvent, grâce aux nouvelles technologies, être offerts de manière assez massive à une clientèle qui ne dispose pas nécessairement d'un compte bancaire ou d'une culture financière importante. Pour conclure, je partagerai quelques leçons sur l'expérience internationale qui, j'espère, pourront éclairer les débats de notre panel. La première, c'est que les économies émergentes présentent souvent un environnement très propice aux programmes spécifiques, donc à la seconde approche que j'ai présentée. Pourquoi? Parce que souvent, la base d'investisseurs institutionnels est étroite et ne permet pas de couvrir l'intégralité du financement de l'État, parce que la concurrence entre institutions financières n'est pas toujours très forte
et que donc le rendement offert par les titres d'État peuvent se révéler attractifs pour les particuliers. La culture financière n'est pas toujours développée, ça on en a déjà parlé. Et dernier point, il peut y avoir un besoin de placement sûr pour l'épargne des particuliers parce qu'il y a une histoire dans le pays de faillite bancaire ou de crise du secteur financier, et donc la détention directe de titres émis par l'État a une valeur pour la clientèle particulière. Et les nouvelles technologies sont un outil très utile pour développer à moindre coût un tel canal, une telle approche, parce qu'elle repose sur la diffusion du téléphone portable, de l'accès à Internet et de systèmes de paiement en ligne qui existent déjà. Et puis aussi parce que ces pays ont une population jeune qui est attirée et plutôt correctement formée aux nouvelles technologies. Voilà, j'en termine ici avec ces quelques éléments d'expérience internationale. Je vous remercie pour votre attention et évidemment, je suis disponible ultérieurement s'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Boitreau. Alors, nous allons avoir une deuxième présentation, suite à laquelle nous aurons un panel. Et je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord inviter le présentateur, le speaker, et dans un deuxième temps, j'inviterai le modérateur du panel avec donc ces panélistes. Pour le moment, je vais donc avoir le plaisir d'inviter Monsieur Abdulkader Cissé, directeur de la Banque des dépôts du Trésor public de Côte d'Ivoire, qui va nous faire un partage d'expérience de la Côte d'Ivoire sur la vulgarisation des bons du Trésor en compte courant. Monsieur Cissé. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs les directeurs généraux des trésors publics nationaux ici présents, honorables membres, donc acteurs de notre union en matière donc, de marché des capitaux, je voudrais vous saluer tous en vos grâces et qualités. J'ai donc cet honneur-là de présenter au nom du trésor public. Je pense que l'ensemble des acteurs ici présents, vous êtes un peu habitués à ce logo-là, à l'occasion des émissions de titres. Vous n'êtes pas certainement... Voilà, c'est notre logo, et donc je commence par ça, pour donner peut-être un peu d'appétit. Ceci étant, je voudrais donc remercier au nom de M. le directeur général du Trésor de la comptabilité publique, représenté ici par M. le directeur général adjoint, M. Aoussi Arthur, pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire cette petite présentation-là. Bien sûr, c'est une différence par rapport aux débats qui vont se dérouler sur le marché des capitaux, mais il s'agit surtout ici de donner un exemple donc d'éducation de nos masses, de nos populations, sur l'épargne publique, sur donc des titres publics, n'est-ce pas? Ce sont des titres différents, mais tout au long de ma présentation, il s'agit surtout de démontrer un exemple, n'est-ce pas, de vulgarisation des titres publics au sein donc, de nos masses. Donc, il s'agit donc de présenter le cas des bons et obligations du Trésor qui sont inscrits en compte courant à la Banque des dépôts du Trésor. Je vais donc présenter ça en introduction. Bien sûr, nous allons présenter ces bons-là, faire un peu un bilan sur la période de 2005 à maintenant, et puis les perspectives. Nous allons terminer donc par une petite conclusion. Donc, en introduction, d'abord, il faut présenter le cadre, c'est parce que nous disposons donc d'une banque interne, ce qu'on appelle la Banque des dépôts de trésor public. Il s'agit donc d'un poste comptable de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, qui est chargé notamment principalement de centraliser, bien sûr, les ressources publiques. C'est ça notre rôle. Mais nous avons des missions, notamment notre mission, c'est la gestion donc, des dépôts de la clientèle, d'une clientèle assez diversifiée, qui est composée notamment de personnes morales publiques et parapubliques, et subsidiairement donc également d'une clientèle privée et des personnes surtout physiques. Nous avons également pour attribution la mobilisation donc, de l'épargne publique en vue de la contribution du Trésor au financement des opérations de l'État. Alors, donc, depuis 2005, la Côte d'Ivoire émet donc des bons et obligations du Trésor inscrits en compte courant. Les bons du Trésor sont donc des produits du Trésor, des produits d'épargne donc à court terme. Et par contre, les obligations du Trésor sont des produits d'épargne à moyen et long terme.
Il constitue aujourd'hui donc un important levier de mobilisation de l'épargne domestique. En termes donc de présentation, je commencerai par le cadre réglementaire. Nous sommes le Trésor public. En général, toutes les opérations que nous faisons sont d'abord encadrées sur le plan réglementaire. Donc, il y a 3 arrêtés principaux. Un premier arrêté qui date de 2004, qui va donc autoriser le Trésor public à émettre donc ces bons de trésor en compte courant dans les livres de l'Agence comptable centrale des dépôts ou Banque des dépôts du Trésor. Ensuite, en 2006, l'arrêté numéro 59 qui a autorisé également le Trésor public à émettre cette fois-ci des obligations, n'est-ce pas, dans les livres toujours de la Banque du Trésor. Et puis enfin, le dernier arrêté qui est important également, qui va émettre donc quelques modifications, qui date donc de 24 juin 2021, qui fixe donc les conditions d'émission des produits d'épargne du Trésor en compte courant à l'ACCD. Alors, les objectifs qui sont visés par l'émission des obligations du Trésor, l'objectif principal, bien sûr, c'est d'optimiser toujours les ressources de l'État, mais de manière spécifique, surtout de diversifier, bien sûr, les instruments de mobilisation de cette épargne-là. De mobiliser davantage l'épargne en vue donc de contribuer au financement des besoins de trésorerie de l'État, de contribuer à la hausse du taux de bancarisation et de renforcer la trésorerie de l'État. Oui, c'est important parce que nous avons encore des pays où le taux de bancarisation est assez faible et donc à travers ces différents instruments, nous voulons contribuer ainsi à la hausse du taux de bancarisation. Les principales caractéristiques souvent des bons dans un premier temps, ces bons-là ont en général une valeur nominale de 10 000 francs avec 4 maturités, 3 mois, 6 mois, 9 mois avec les taux qui sont en présence. La moitié des intérêts est versée à la souscription, l'autre moitié est versée à la fin de la maturité. Donc il y a une flexibilité de gestion, la possibilité de remboursement anticipé du capital quand la moitié de la durée de la souscription est courue. Et il y a une reconduction surtout tacite de cette souscription. Quand les obligations du Trésor, ils ont une valeur nominale de 10 000 francs toujours, avec seulement 2 maturités pour l'instant, on le verra. L'État donc a accru donc le nombre de maturités, avec 3 ans et 5 ans, avec des taux qui sont forts, mais il s'agit ici d'attaquer surtout les personnes physiques qui, les intérêts donc sont ici versés à chaque date anniversaire de la souscription. Il n'y a pas de remboursement anticipé pour l'instant, et le remboursement du capital se fait à la fin de la période de souscription. Alors surtout la population cible. La souscription à ces bons-là, qui sont inscrits en compte courant, est uniquement réservée aux personnes physiques, aux groupements associatifs, aux mutuelles locales de développement. Donc c'est vraiment les personnes physiques. Alors rapidement sur le bilan de cette émission-là, il faut reconnaître donc que depuis 2012, donc ça croît. Nous avons un réseau actuel des points de souscription avec un maillage national qui est basé donc sur 56 agences de la Banque des dépôts du Trésor, 49 trésoreries générales, 63 trésoreries principales. Donc ce sont les postes comptables du Trésor qui sont les points de relais pour donc faire ces souscriptions-là au niveau national. Même au niveau international, également, nous nous basons sur nos chancelleries diplomatiques à l'étranger, où il y a donc des pairies à l'étranger, qui sont des postes comptables également du Trésor, qui cette fois-ci vont attaquer les diasporas ivoiriennes qui y sont. Il y a une forte concentration en Europe, mais également en Afrique et en Amérique du Nord, donc ce qui nous permet donc d'attaquer la diaspora ivoirienne qui est là-bas, en donc les amenant à souscrire à ces bons-là. En ce qui concerne, donc, si on prend l'évolution de ces ressources de 2005 à 2022 où on a démarré, vous le constaterez, le nombre de souscriptions, effectivement, est toujours en croissance. Aujourd'hui, nous avons pratiquement presque 6 000 personnes physiques qui ont donc souscrit à cela. Là, on parlait de 88 investisseurs. Là, je vous parle de milliers d'investisseurs. Et c'est ça l'objectif. C'est vraiment de démocratiser, n'est-ce pas, la participation des populations à cela. Et le montant de souscription, évidemment, est en totale augmentation. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 milliards par an de souscriptions en volume. Mais c'est des volumes également qui vont s'accroître, notamment cette année et les années ultérieures. Alors, l'État également, pour montrer sa volonté vraiment de démocratiser l'épargne publique, notamment à travers les titres publics, a accompagné, n'est-ce pas, ce processus-là pour élargir la base des souscripteurs. Alors, important, c'est qu'il y a une fixation des objectifs de mobilisation des ressources dans chacun des postes comptables du Trésor public. Ça commence par là. Mais mesure phare également, c'est la suppression de l'impôt sur les revenus de créances, sur ce type d'épargne. Donc c'est une annonce fiscale qui est intervenue en 2018
et qui a supprimé l'impôt sur le revenu des créances des intérêts des bons obligations du Trésor qui sont inscrits, n'est-ce pas, par les personnes physiques. Et surtout, cette fois-ci, l'extension de la souscription pour une meilleure démocratisation de ces produits, grâce à, désormais, en plus donc des personnes physiques, tout à l'heure, j'ai démontré, peuvent maintenant désormais souscrire, bien sûr, outre les personnes physiques, vous avez donc des groupements associatifs, les mutuelles locales de développement légalement constituées. Parce qu'en général, dans le milieu rural, n'est-ce pas, les personnes physiques sont très souvent organisées en association, en mutuelle de développement. Donc, pour accompagner, pour les amener donc à souscrire à ces bons-là, n'est-ce pas, ça a été étendu à cette catégorie, n'est-ce pas. Également, nous faisons donc une séance de promotion à Abidjan et également à l'extérieur, n'est-ce pas, à travers donc des missions vis-à-vis donc à l'intérieur donc des circonscriptions financières et les circonscriptions, n'est-ce pas, disons internationales à travers donc les ambassades et les consulats. Alors, en perspective, cette année, il y a 2 nouvelles maturités qui ont été créées par l'arrêté de 24 juin 2021, qui va fixer donc encore 2 nouvelles maturités pour les obligations, une maturité à 2 ans et une maturité à 4 ans, avec ces taux d'intérêt qui sont ainsi démontrés. Ensuite, également, l'arrêté a modifié certaines caractéristiques. Désormais, il y a une possibilité de rachat de ces obligations du Trésor-là. Donc, c'est une flexibilité liée au remboursement anticipé qui a été étendue à l'ensemble des produits, notamment les obligations du Trésor. Ainsi, après un délai d'au moins 1 an, les souscripteurs aux obligations du Trésor pourront demander le rachat de leur souscription. Dans ce cas, une pénalité de 5% sera appliquée sur le montant souscrit. Également, d'autres mesures importantes, c'est la digitalisation de la gestion des bons obligations. Depuis 2016, bien sûr, dans le cadre de la mise en œuvre de son premier PSD, le Trésor public a entrepris un vaste projet de digitalisation de l'ensemble de ces processus. À cet effet, donc, des actions ont été entreprises pour la digitalisation de la gestion des bons obligations du Trésor. C'est extrêmement important. Donc, il y a une plateforme de souscription désormais. Ça veut dire donc que les Ivoiriens pourraient, partout où ils sont, souscrire à ces bons-là en ligne, tout simplement. Et nous digitalisons également la gestion à travers les applications qu'on appelle l'application Investir, qui a été élaborée pour la gestion numérique des bons obligations du Trésor. Mon président en parlait tout à l'heure, la digitalisation joue un rôle extrêmement important si on veut effectivement démocratiser ces bons-là. Donc, en conclusion, rapidement, pour vous dire donc qu'à travers ces bons obligations, le gouvernement de Côte d'Ivoire affiche une réelle volonté de permettre à toutes les couches de la population ivoirienne d'épargner d'une manière générale et de familiariser, n'est-ce pas, toutes ces populations avec les titres publics en particulier. L'État offre ainsi une alternative de placement sain et rentable face aux pratiques irrégulières d'une mauvaise finance qui s'est développée dans la sous-région ces dernières années. Enfin, cette population éclairée et dotée d'une culture financière solide constituera certainement en un point douté un vivier d'investissement potentiel pour les marchés de capitaux. Je vous remercie. Merci, M. Cissé, pour cette belle présentation. Sans plus attendre, je vais inviter M. Fabien Mouyovi, directeur général de UCA, qui est une SGI, UCA, pardon. Donc, qui est une SGI, à venir nous parler et inviter ses panélistes. Bon panel. Merci. Monsieur le Président de l'autorité de marché financier UEMOA, honorables invités, chers participants, mesdames, messieurs, merci de m'accueillir dans cette prestigieuse rencontre. Permettez-moi de remercier au prime abord Monsieur le directeur de l'UEMOA Titres, chargé de l'intérim, et toute son équipe pour nous avoir invités. Toutes les interventions qui sont passées ce matin indiquent que les titres publics émis sur le marché monétaire sont détenus à plus de 90% par les établissements de crédit et le marché semble encore réservé dans les faits à un groupe restreint d'acteurs, à savoir les banques, les investisseurs institutionnels. Bien que le processus d'émission de titres publics soit totalement dématérialisé et ouvert à tous, avec les multiples actions de communication et d'animation
que UMOA Titres ne cesse de développer depuis quelques années, la participation au marché des titres publics du grand public demeure très faible et constitue un véritable enjeu pour le développement et la vulgarisation de ce marché. Avec le développement des fintech et son cortège d'innovation pour le secteur bancaire et financier, une opportunité de se réinventer et d'améliorer la relation clientèle est offerte aux acteurs du marché en élargissant la base des investisseurs à travers l'accès à une gamme de services et de produits financiers disponibles et adaptés. Pour cela, la rénovation des canaux de distribution à travers la digitalisation des moyens de paiement ainsi que les infrastructures de marché, systèmes de paiement, systèmes de règlement livraison des infrastructures, des instruments financiers doivent être en parfaite symbiose avec les évolutions technologiques. Chers invités, je suis Fabien Corvi-Rouyovi, administrateur directeur général de l'ASG Youssier, et j'aurai le plaisir de modérer ce panel sur les faiblesses à l'élargissement de la base des investisseurs du marché financier au grand public, d'identifier des pistes de solutions innovantes et adaptées à notre contexte UMOA, ainsi que les synergies possibles pour faciliter et dynamiser l'accès aux titres publics au grand public, au grand nombre et catégories d'investissement. Ainsi, les réflexions tourneront autour de 5 axes essentiels, notamment la synergie entre les acteurs pour une meilleure distribution des produits d'épargne financiers, les pistes de collaboration entre les fintech, les émetteurs de monnaie électronique et les acteurs traditionnels, la formation de la chaîne de distribution des produits d'épargne, en particulier les métiers en contact de la clientèle et éducation financière des épargnants, l'importance de l'innovation dans les produits proposés à la clientèle, les solutions pour faire vulgariser les comptes titres et les produits d'épargne financière. Chers invités, je voudrais vous prier d'accueillir avec moi sur ce plateau les participants à ce panel. Je veux nommer Madame Sen Koura, directrice générale de Wave Digital Finance. À sa suite, M. Slitine El Mgari Walid, directeur général de Attijari Asset Management. Madame Dabou Jacqueline Nifon, adjointe au directeur de l'inclusion financière de la BCAO. Et M. Kofi Aoun, directeur général de la Société Générale Sénégal. Chers panélistes, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse le soin de vous présenter, Madame. Bonjour à tous. C'est bon, on m'entend, oui. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Madame Koura Tinsen. Je suis directrice générale de Wave Digital Finance. Donc, Wave Digital Finance est une entité qui a été créée par le groupe Wave et qui a obtenu une licence d'émetteur de monnaie électronique en avril dernier, après avoir opéré pendant 5 ans en partenariat avec des banques au Sénégal. Nous continuons à opérer ce partenariat bancaire en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, dans la zone UEMOA, en attendant une licence. Et nous opérons aussi dans d'autres pays hors zone UEMOA, comme le Mali, la Gambie et l'Ouganda. Voilà, merci beaucoup. Je suis enchantée d'être là et je félicite tous les intervenants avant moi pour leur brillante intervention. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bonne année et meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité. Je me présente, Slitine El Walid, directeur général SGO Attijari Asset Management, filiale du groupe Attijari Bank. Donc, nous sommes une société de gestion d'actifs, donc opérant en zone UMOA. Donc, nous sommes une SGO où avons plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la gestion collective
et très heureux de participer à ce panel et j'espère que les échanges seront fructueux. Merci à vous tous. Bonjour mesdames, messieurs. Donc, je suis Nifone Jacqueline Dabou, adjoint au directeur de l'inclusion financière. Donc, je représente la Banque centrale et je suis heureuse de partager un peu les travaux que nous menons actuellement dans le domaine de l'inclusion financière. Alors, auparavant, j'ai occupé des postes qui m'ont amené à travailler dans le domaine de la microfinance, des opérations bancaires et des systèmes de paiement. Merci. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci à UEMOA titre de me faire participer à cet événement majeur. Donc, je suis Harold Kofi, le directeur général de Société Générale Sénégal. Je suis dans le pays de la Teranga depuis seulement 4 mois. Avant ça, j'étais au Burkina et avant ça en Côte d'Ivoire. J'ai été exposé au marché financier puisque j'ai commencé ma carrière sur les marchés aux États-Unis à JP Morgan Chase avant de rejoindre EcoBank. Et j'ai vu pas mal de collègues ici où on a travaillé sur Sika Privilège à l'époque. Sogebourse et Sogespar qui ont changé de nom aussi faisaient partie de ma gestion. Voilà. Je suis très heureux de participer à cet événement majeur et j'espère pouvoir vous transmettre beaucoup d'informations. Merci, M. Kofi, de bien vouloir garder la parole. Pensez-vous que la relation qui existe actuellement entre les banques SGI, SGO et assureurs dans le cadre des investissements sur le marché est suffisante pour favoriser une meilleure distribution des produits d'épargne financière? Oui, peut-être je commencerai en disant que nous, banques, avons clairement conscience que nous sommes extrêmement importantes dans l'optimisation des canaux de distribution. Les banques, dont l'UEMOA, ont de larges réseaux. Nous sommes au plus proche des populations, donc nous avons accès aux potentiels investisseurs. Et plus important, nous avons su bâtir une confiance entre les clients particuliers et nous-mêmes. Ce qui fait que lorsqu'un client rentre dans une banque, je pense qu'il se sent en sécurité et est plus à l'écoute de tout ce qui concerne le marché financier. Donc, absolument. Alors, peut-être pour illustrer, au sein de Société Générale, ce que nous avons fait, c'était peut-être en 3 piliers. D'abord, concentrer l'expertise. Ensuite, voir comment être le plus proche possible de la clientèle pour vendre ses produits et puis rester très attentif aux innovations. L'expertise, donc, c'est Sogebourse et Sogespar qui ont changé de nom d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est Société Générale Capital Asset Management et Société Générale Capital West Africa. Je crois que José Dié est dans la salle, d'ailleurs, le DG de SG Asset Management. Donc, l'idée, c'était très tôt de créer ces structures-là qui ont été créées en 1998, donc à la naissance même du marché financier, pour bien montrer qu'on souhaitait concentrer les expertises pour être un acteur majeur. Ensuite, et c'est le but de la question, comment nous distribuons? Les SGI peuvent le faire, mais nous avons décidé d'avoir un contrat entre SGI, SGO et nos filiales. Nous sommes aujourd'hui dans l'UEMOA dans 5 pays, Burkina, Togo, Bénin, Sénégal et Côte d'Ivoire. Et c'est d'utiliser tout ce réseau de plus d'1 million de clients et leur vendre directement à travers le réseau bancaire. Je parlais d'innovation, ce sont les 2 derniers nés, j'allais dire, du dispositif de distribution pour continuer à l'optimiser. D'abord, c'est avoir un référent marché au sein de nos filiales. Il existe ici au Sénégal, il existe en Côte d'Ivoire, et l'idée, c'est de développer dans les autres filiales. Ce référent a pour objectif de fluidifier les canaux, faciliter la souscription et encore plus vulgariser la connaissance du marché. Le dernier né, en termes d'innovation, toujours sur la distribution, c'est la banque patrimoniale. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre dispositif ici à Dakar. Il existe aussi en Côte d'Ivoire, où nous avons au sein de cette banque patrimoniale des conseillers patrimoniaux, des banquiers d'affaires et des conseillers en investissement qui peuvent aider nos clients à gérer leur patrimoine, mais aussi à les éduquer sur le marché financier, donc aussi le marché des titres publics. Voilà. Merci beaucoup, M. Kofi. Monsieur M. Gary, quel type de relation peut-on entrevoir entre assureurs SGI et SGO pour une meilleure distribution des produits d'épargne financière? En tout cas, c'est une très grande question. Et en fait, là, il y a une multitude de réponses. Donc, déjà, un constat et un partage d'expérience. Donc, par rapport à notre structure et ce qui se passe dans la zone, c'est par rapport, soit on est en gestion pour compte de tiers ou bien pour compte propre. Donc, qu'on soit affilié,
ou bien structure indépendante, l'offre, elle était, on va dire, ambivalente. Nous avons évolué donc beaucoup plus vers la distribution pour compte de tiers et pour cibler, on va dire, le maximum d'investisseurs et de porteurs d'épargne. Et il n'y a pas mieux que, on va dire, l'exemple de la banque assurance. C'est-à-dire, en étant la banque assurance qui est un exemple de distribution de produits assurantiels, donc on s'est attelé, nous et Géo, donc de prendre cet exemple, de toucher et de cibler le maximum, on va dire, de mass market. Et ça, c'est extrêmement important. Ça nous permet de nous diluer et de ne pas être trop exposés que sur une clientèle institutionnelle, et surtout de divulguer des produits, on va dire, extrêmement innovants et extrêmement rémunérateurs, et surtout une diversification et une sécurité. Donc nos supports, nous commercialisons des produits extrêmement réglementés, et la présence du président Patoki, donc par rapport à la nouvelle réglementation, donc qui renforce, on va dire, la sécurité de l'épargne. Ce qui nous manquait, c'est peut-être l'information et la formation envers de partenaires. Extrêmement difficile pour une SGO, une EJ de cibler, on va dire, le citoyen lambda. Mais quand c'est brindé par une banque qui est déjà présente, et comme l'a si bien dit M. Koufi, donc un client qui rentre dans une agence bancaire se sent en sécurité. Et donc forcément, donc, les produits marchés financiers peuvent être commercialisés ou bien doivent être commercialisés avec des partenariats, et ça permet de développer davantage de l'épargne. Sachant qu'on vient de loin, c'est-à-dire qu'un particulier dans nos pays de résidence investit fatalement soit dans l'immobilier, soit dans l'agriculture, soit dans les métaux précieux, ou bien des produits classiques bancaires. Et donc le passage vers les marchés financiers ne peut que se faire qu'avec des partenariats institutionnels déjà présents. Donc c'est un partage d'expérience que nous faisons, et certains acteurs qui le font déjà et qui le développent. Merci. Madame Dabou, en tant que représentante de la BCAO et régulateur, quel regard portez-vous sur la politique actuelle des banques en matière de souscription sur les titres publics? Favorise-t-elle une meilleure distribution des produits d'épargne financière? Alors, de façon générale, le régulateur, nous pensons que les relations entre les acteurs que vous avez cités ne semblent pas assez suffisantes. Je pense que mes prédécesseurs l'ont dit, lorsqu'on regarde un peu la structuration du marché, elle est essentiellement dominée par les acteurs bancaires. Et pour pallier à ces situations, au niveau de la Banque centrale, nous avons conduit des travaux sur l'application Sagetil, au fin de permettre au SGI de participer directement sur les marchés des titres publics en qualité d'agent. Et nous avons remarqué qu'à ce jour, malgré tous les efforts que nous avons déployés sur 15 SGI, il n'y a que 2, notamment celle du Bénin, qui arrivent, grâce à l'application Sagetil, à participer directement au marché des titres publics. Donc nous pensons en fait qu'il y a, je crois, une marge de progression par rapport à cela. Merci pour cette précision. Je reprends Mme Dabou pour dire que UCA est très active sur le marché monétaire. Merci de faire la précision. Madame Sen, permettez-moi de revenir vers vous pour vous demander quels sont les types de partenariats qui peuvent être envisagés aujourd'hui entre les SGI et les IME pour une meilleure distribution des produits d'épargne financiers. Merci beaucoup. Donc, avant de discuter des stratégies et des mécanismes de collaboration entre les différents acteurs du système financier, il est important de définir et de comprendre le problème du point de vue du particulier, c'est-à-dire le citoyen lambda, comme l'a appelé mon copanéliste, que nous essayons d'attirer. Donc, je pense qu'on peut se poser la question, certains intervenants en ont parlé, le taux actuel de participation des particuliers est très faible parce que ce sont les banques commerciales qui représentent plus de 80%, suivi des fonds de pension, des assureurs et tout ça. Donc, aujourd'hui, on peut dire que les investisseurs particuliers restent à attirer. Et donc, parallèlement à ça, nous pouvons dire que nous avons beaucoup progressé en matière de numérisation.
de l'ensemble, mais aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble du système est conçu quand même pour des acheteurs institutionnels, ou bien, quand il s'agit de particuliers, ce sont des particuliers qu'on va appeler sophistiqués, qui connaissent qui savent de quoi on parle, qui savent investir. Nous, en tant qu'EME et FinTech, qui ciblons la masse, nous pouvons déjà savoir les difficultés qui vont être rencontrées par rapport déjà, si on prend les requêtes qu'on reçoit au niveau de notre service client par rapport à des transactions basiques comme le transfert de personne à personne. Et on voit déjà en fait les difficultés qui peuvent être, les défis auxquels on doit faire face quand on va vouloir vulgariser tout ça. Et la deuxième question qu'on doit se poser aussi, c'est le marché. Donc pour nous donner une idée de la taille du marché, on peut regarder déjà l'épargne des adultes actuellement dans des systèmes comme nous, parce qu'on peut dire que par rapport à des portefeuilles mobiles, l'argent qui est laissé sur les comptes peut donner une idée de la capacité financière de l'épargne des particuliers, citoyens lambda. Aujourd'hui, au Sénégal, on est à 33% de personnes qui laissent de l'argent dans leur portefeuille mobile. En Côte d'Ivoire, 20%. On a moins dans les autres pays de l'UEMOA, mais ça reste quand même, il existe un marché. Tout ça pour dire qu'il existe un marché du citoyen lambda qui est déjà numérisé, qui a déjà un peu d'épargne dans son porte-monnaie. Maintenant, comment lui faire utiliser cette épargne pour les titres publics? Donc, le potentiel est là. Donc, pour nous, il faut 3 points importants. La réglementation. Est-ce que la réglementation est adaptée? Est-ce qu'elle permet l'achat de titres à distance? L'ouverture de compte de manière simple à distance qui se base sur le KYC des EME. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, la réglementation permet cette ouverture de compte, permet l'achat, permet le paiement, le retrait du coupon et permet aussi l'encaissement des intérêts à distance, tout ça par rapport au KYC des émetteurs? Tout en sachant qu'il faudra aussi gérer la sécurisation et la protection des données personnelles. Un autre point important, c'est l'adaptation des offres. Pour un meilleur, dans la stratégie, en tout cas, de partenariat, pour vraiment attirer le citoyen lambda, tous les acteurs, les régulateurs, le secteur privé, les gestionnaires d'investissement, les intermédiaires, et nous, les EME, qui devront agir en tant que canal de distribution, nous devrons s'asseoir pour définir l'offre la plus adaptée, qui part, pour nous, de l'éducation du client, parce il faut qu'il comprenne que c'est une épargne, sans risque, mais c'est moins risqué que d'autres épargnes. Donc, l'éducation du client, je ne vais pas revenir sur le processus d'ouverture de compte, le traitement de millions de transactions. Parce qu'en fait, à la différence des autres acteurs, qu'on va attaquer aux citoyens lambda, c'est un marché de masse. Nous, par exemple, nous sommes habitués à ces traitements de masse de millions de transactions. Ce n'est pas le cas des autres acteurs. Donc, le traitement de millions de transactions de valeur plus petite, mais la masse sera là. La tarification de tout ça, comment les différents acteurs y trouvent leur compte, versus qu'est-ce que ça va coûter aux citoyens qu'on va attirer. Parce que plus on a d'acteurs pour vulgariser, plus il faut rémunérer toute cette chaîne. Les notifications. Donc, en tout cas, il faudra une collaboration de bout en bout. Donc, j'ai dit une réglementation plus adaptée, une adaptation de l'offre qui doit être une offre de masse. Et puis voilà, revenir sur la demande. En tant qu'EME, nous, ce que nous savons, c'est que pour vulgariser des produits financiers, il faut beaucoup d'éducation financière auprès du citoyen lambda. Donc, les clients ne savent pas encore qu'il s'agit d'une option d'épargne sécurisée. Et donc, il faut qu'on puisse leur expliquer qu'il s'agit de pouvoir bloquer son investissement pendant un certain temps, même si on voit avec l'expérience de la Côte d'Ivoire qu'on pourra le débloquer. Voilà, à peu près. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Ngari, quelle pourrait être la contribution des IME dans le processus de démocratisation des titres publics? Quoi dire après Madame Sen? Plusieurs problématiques et non des moindres. Nous, SGO, commercialisons les OPCVM essentiellement par des canaux classiques, soit de la vente directe, ou bien avec nos partenaires ou les partenaires bancaires, compagnies d'assurance. Mais effectivement, le pas pour aller vers le mass market, effectivement, les MEE, du futur canal. Mais avant, il faut poser les bases. Bases réglementaires, bases aussi technologiques. Ce sont des investissements assez lourds. Nous savons que nous, acteurs, nous sommes des structures à taille humaine.
pas évident, on va dire, d'investir sur des structures, on va dire, d'infra, que ce soit en hardware et j'en passe. Et aussi le ciblage, vraiment le ciblage de la population qu'on veut capter et orienter. Mais est-ce qu'on les oriente sur des titres directs ou bien à travers une coquille, donc un outil OPCVM? C'est des questions, on va dire, à approfondir. On est toujours sur on va dire, de la vulgarisation plus ou moins classique, mais le MEE va être, on va dire, une offre de différenciation, sachant que je viens de voir l'exemple brésilien, donc qui peut être, on va dire, inspirant pour nous, et à travers une application, donc, mais certainement ça consent, on va dire, un effort, pas qu'au niveau des acteurs, mais on peut intégrer l'agence, les trésors, sachant qu'on est 8 pays. C'est-à-dire comment offrir à un client, à partir de son téléphone, d'investir, à partir d'une application, d'investir sur un titre malien, nigérian, béninois, togolais, ou bien à travers des OPCVM, ou bien à travers des solutions d'assurance, investi en titres obligataires. C'est là, on va dire, le bon. Merci. Madame Mandabou, il a été mis en relief dans les deux interventions que l'existence d'une réglementation. Quel est votre regard sur la collaboration avec les fintechs? D'abord, alors ce que je voudrais dire avant de répondre à cette question, c'est de poser un peu le contexte de l'Union. Nous avons plus de 130 banques, nous avons 500 institutions de microfinance, nous avons une quarantaine d'établissements émetteurs de monnaie électronique, nous avons 8 trésors nationaux qui aujourd'hui ont la possibilité de participer au système monétique régional du JMUMOA, et nous avons constaté que le secteur est très fragmenté. Alors, à côté de cela, nous avons 132 millions de comptes de monnaie électronique, presque autant que la population de l'Union. Et lorsqu'on se base sur les données de 2021, nous avons des flux de près de 65 000 milliards de francs CFA qui ont transité à travers les plateformes numériques, soit autant de capitaux que vous levez sur le marché des titres publics. Alors, comme solution, je pense qu'il faudrait mettre d'une part la fragmentation du système financier et bancaire et d'autre part le potentiel que représentent les établissements émetteurs de monnaie électronique. Alors, sur ce, nous pensons que des partenariats variés entre les établissements bancaires, les SGI, les EME et voire les fintechs peuvent être noués. Alors, nous avons lancé une enquête en 2020 qui continue, qui est mise à jour au fur et à mesure. Et nous avons recensé dans notre zone plus de 180 fintechs qui interviennent essentiellement soit dans la fourniture de solutions numériques, ou soit qui sont des intégrateurs de plateformes de paiement. Donc, M. Waïd a parlé tout de suite d'investissement, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déjà des fintechs qui ont développé des solutions, et je pense qu'avec le développement des API, on peut facilement aujourd'hui faciliter la collaboration entre les différents acteurs et démocratiser en fait l'accès aux titres publics. Alors, par rapport, en dehors du partenariat, je voudrais également mettre l'accent sur le besoin pour les établissements bancaires d'innover également leur offre. Alors, nous avons fait une étude tout récemment sur les besoins des populations, des micro-entreprises en produits et services financiers, et l'étude a révélé que les établissements de crédit sont souvent sur des offres qui sont classiques. Les besoins des particuliers, des femmes, des jeunes, des populations rurales et même des petites et moyennes entreprises ne sont pas prises en compte. Et je pense qu'au regard de l'expérience que le Trésor de Côte d'Ivoire a développée, il importe également aujourd'hui pour les SGI et même pour les établissements de crédit de voir comment proposer des produits pour toucher en fait, la base de la population. Voilà la contribution que je voulais apporter. Merci, Mme Dabou, mais je vais vous prier de garder encore la parole pour la question suivante. Ce qui consiste à comment orienter aujourd'hui
la formation de la chaîne de distribution des produits d'épargne en vue de répondre efficacement aux objectifs liés à la démocratisation de l'accès aux titres publics. Excusez-moi, vous pouvez reprendre? À ce niveau-là, nous touchons l'axe de la formation de la chaîne de distribution des produits financiers. Donc, je voudrais vous demander comment orienter aujourd'hui la formation de la chaîne de distribution des produits d'épargne en vue de répondre efficacement aux objectifs liés à la démocratisation de l'accès des titres publics. D'accord. Alors, au titre de la formation, la Banque centrale a, à travers la stratégie régionale d'inclusion financière qu'elle a élaborée en 2016 et fait adopter par le Conseil des ministres, en son 4e axe, décidé en fait d'élaborer un programme d'éducation financière qui va couvrir tous les 8 pays. Donc, le programme d'éducation financière a été adopté en 2020 et couvre essentiellement 3 composantes. La première composante, c'est de toucher les populations qui sont à l'école, à l'université, les populations qui sont scolarisées dès la maternelle déjà. La deuxième composante, c'est de toucher les populations qui sont en dehors de l'école. Nous avons notamment les jeunes qui sont dans les cycles d'apprentissage. Vous avez les fonctionnaires, vous avez les retraités, vous avez les corps militaires et paramilitaires. Et la troisième composante de ces stratégies, c'est de également toucher les petites et moyennes entreprises. Alors, malheureusement, avec le Covid, nous n'avons pas pu avancer sur ce projet, mais depuis l'année passée, nous avons recruté des consultants qui ont déjà organisé des interviews avec des entités que nous avons ciblées dans chacun des États. Et je profite pour ouvrir une parenthèse, pour faire un plaidoyer, pour dire qu'à ce jour, le taux des réponses est assez faible. Et par rapport aux besoins que vous avez aujourd'hui, il importe en fait que vous remontez à la Banque centrale vos besoins en termes de formation, non seulement de vos clients, mais des clients potentiels. Et ce programme régional d'éducation financière sera, au cours de cette année 2023 et 2024, décliné en 2 volets. Nous avons le volet formation, donc en collaboration avec les États, nous allons élaborer des curricula qui seront insérés dans les programmes éducatifs des États. Et le deuxième volet, c'est de mener une campagne de communication à grande échelle sur des supports médias pour toucher les populations. Et un point de cette communication, c'est qu'elle sera également faite dans 2 langues nationales qui sont les plus parlées dans chacun de nos États. Et à côté de cela également, nous avons demandé aux États d'élaborer leur propre stratégie d'éducation financière. Je pense que la Côte d'Ivoire a une stratégie d'éducation financière, le Burkina également. Le processus est en cours dans les autres États. Et la problématique aujourd'hui, c'est de voir comment vous, banquiers, vous, SGI, SGO, comment est-ce que nous pouvons prendre en compte vos préoccupations et déjà former dès l'enfance, dès l'école, les enfants, les jeunes, pour que quand ils seront grands, ils seront en fait à même de savoir comment, intervenir sur le marché des titres. Le président de l'AMF l'a dit, l'éducation financière, c'est quelque chose qui est très fondamental. Nous ne pouvons pas chercher à diversifier la base de notre clientèle si les populations qui ont par devers elles une quantité importante d'épargne, si elles ne sont pas sensibilisées, si elles ne sont pas impliquées. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour nous de penser également le développement économique en s'appuyant également sur les pauvres. Monsieur Kofi, quel est votre regard sur cette préoccupation? Déjà, pour rebondir sur ce que vient de dire Madame, au sein de Société Générale, on a une fondation qui peut être assez intéressée justement pour contribuer, donc je pense qu'on pourra en reparler. En ce qui concerne le canal de distribution, je parlais du contrat qui lie la SGI, SGO à la filiale. Et c'est à l'intérieur, c'est dans ce cadre-là que les formations se font. Nous avons périodiquement donc, des missions de ces experts-là qui viennent, les structures sont basées à Abidjan, donc qui viennent en agence, qui viennent dans les pays où nous sommes représentés pour former la force de vente. On estime qu'on peut mieux vendre évidemment lorsqu'on connaît mieux les produits. Donc ces formations tournent autour évidemment de la palette de produits disponibles sur le marché financier et le marché des titres publics, mais on parle aussi de tout ce qui est technique de vente, les basiques en matière de bourse,
et même jusqu'à la construction du profil du client et ainsi de suite. Donc, ce sont des formations, je pense qu'on peut mieux faire en termes de fréquence, mais ça existe déjà. En termes de formation, on estime aussi que c'est l'opportunité, lorsque ces missions se font, de continuer à sensibiliser nos clients. Et donc, je me souviens, l'année dernière au Burkina, par exemple, on a organisé un webinaire avec d'ailleurs la BRVM, qui permettait donc de diffuser des informations et faire de la formation à nos équipes en interne, mais en même temps à l'endroit des clients. En décembre dernier, nous avons eu ce même format, un format différent ici à la Banque patrimoniale, encore une fois avec la BRVM, pour pouvoir parler du marché financier. Donc, nos conseillers en investissement, nos banquiers patrimoniaux étaient présents. Et donc, voilà la méthode qui est utilisée et je pense que ça produit des fruits. Merci. Madame Sen, vous avez tantôt parlé de formation dans votre précédente intervention. Est-ce que vous pouvez nous développer votre stratégie? Je vais juste rebondir sur ce que viennent de dire Madame Dabou et Monsieur Kofi pour dire que il faut une éducation financière. Donc oui, il faut former toute la chaîne de distribution, mais en commençant par le client. Donc le client doit comprendre ce qu'on lui propose pour une meilleure adoption. Si on prend l'exemple du Kenya, qui a lancé les bons M-Akiba, la première émission a été... On peut se pencher sur les retours d'expérience de la première émission pour en tirer des leçons. Et pour dire qu'en fait, il faut qu'on éduque le client, mais qu'il faut aussi qu'on forme les acteurs de la chaîne et pour rendre le processus le plus simple possible. Par exemple, pour l'exemple du Kenya, lorsque le gouvernement du Kenya a lancé et la direction du Trésor ont lancé les obligations la première fois, ça a été un peu compliqué parce que c'était complexe. Il fallait le faire en plusieurs étapes pour le client final. D'abord, souscrire et puis payer. Donc, ça a été un peu compliqué pour beaucoup de clients. Et je peux rapidement partager les résultats finaux qui font qu'on peut dire à un moment donné que c'est que 5% des clients qui se sont inscrits qui ont finalement souscrit. Et donc, ça a été un échec parce que c'était un processus compliqué. Donc, au-delà de former le client final, il faut aussi former les acteurs de la chaîne de distribution pour qu'ils mettent en place un processus opérationnel simple qui permet une grande adoption, une vulgarisation. Et donc, aussi, assurer une bonne compréhension de l'émission, comme Mme Dabou l'a dit. Ça, c'est par rapport au client final. Et surtout, moi, je reviens sur la partie opérationnelle. Ça veut dire comment assister la clientèle dans le processus quand il va essayer de souscrire. Donc, ça veut dire mettre en place des numéros verts du grand public, former des émeus comme nous, qui seront la chaîne de distribution pour qu'on comprenne c'est quoi l'émission, pour pouvoir aussi traiter les plaintes, parce qu'on le sait, nous, de notre expérience sur la monnaie électronique, tout se joue dans le traitement d'une réclamation. Tout se joue pour l'adoption, pour qu'ils reviennent. Donc vraiment, comment traiter les plaintes des clients dans le système, les questions sur les achats, les montants à payer. Vraiment, au-delà du client, j'insiste sur la formation des acteurs de la chaîne, de la distribution, pour qu'on comprenne le fond du problème, c'est le métier, pour pouvoir prendre en charge les plaintes des clients. Merci bien, Mme Sédé. Monsieur Kofi, quelle offre innovante pour mieux intéresser tous les épargnants potentiel des différents secteurs d'activité à s'approprier des produits financiers en vue de préparer une retraite apaisée? Effectivement, l'innovation est un élément fondamental. Et d'ailleurs, j'aimerais rappeler que tout à l'heure, M. Cissé parlait de l'importance des titres publics dans le développement de nos pays qui sont en construction. Il faut du capital. Le capital, soit on le finance par des emprunts à l'extérieur ou encore on peut le financer par de l'épargne. Donc, innover pour accroître la captation de cette épargne est extrêmement important. L'épargne existe, c'est ma conviction. Après, il faut qu'on arrive à mieux la capter. Alors, pour l'innovation, moi, je dirais qu'il y a peut-être 3 leviers. D'abord, comme je disais, la sécurité, vulgariser, rassurer l'investisseur potentiel. On peut aussi s'orienter vers l'épargne collective. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais je crois que c'est un bon vecteur qui permet d'automatiser et de rendre, j'allais dire, la croissance assez pérenne. Et puis, bien sûr, il y a le rôle de l'État, la partie fiscale. Donc, ce sont des éléments concrets. Dans d'autres pays, aux États-Unis, par exemple, il y a le 401k qui permet de manière automatique de
de prélever sur le salaire avant l'impôt. Et donc, il faut bien sûr une loi de finances, ou en tout cas permettre cela au niveau fiscal. Il y a aussi en France, je crois que c'est le plan d'épargne de retraite entreprise, qui lui aussi est défiscalisé. Donc, je crois que pour pouvoir arriver à vulgariser, il faut de la fiscalité qui rend la chose attractive, mais aussi peut-être l'épargne collective est un chemin. Au niveau de la Société Générale, on a beaucoup misé sur le retrait des barrières. Quand je prends le fonds, par exemple, le fonds obligataire SOGé Valor ou SOGé Sécurité, c'est des fonds qui investissent justement dans des titres publics. Une part est à 5 000 francs. Donc je crois que ça montre que c'est accessible à tout le monde. Et il faut aller vers justement, je pense, le retrait de toutes ces barrières. Voilà ma contribution. Merci. Madame Dabou, permettez de revenir vers vous par rapport à cette question d'une offre innovante. Alors, par rapport à cela, je pense que le plus important, c'est d'avoir des offres qui sont centrées sur le besoin du client. Et ce sont des offres, en fait, qui ne font plus recourir le recours au cash. Il faudrait que lorsque j'ai ma disponibilité, mes ressources sur un wallet, que dans un circuit fermé, je puisse en même temps faire mes paiements, faire en même temps mes plans investissement. Donc la dématérialisation des services, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus effectué au regard des enseignements que nous avons eus de la crise Covid. Mais permettez-moi également de parler de ce qu'on... Aujourd'hui, on parle de l'open banking et même voir plus loin de l'open finance. C'est-à-dire au-delà de partager les données des consommateurs qui permettent de faire que des paiements, c'est d'aller au-delà de cela et de permettre en fait aux retraités dont vous avez donné l'exemple, de lui permettre aujourd'hui de se projeter sur l'avenir tout en se disant voilà, j'ai mon salaire, voilà la quantité que je peux épargner, mais que également avec la disponibilité et comme je le dis avec l'appui des fintech et de l'intelligence artificielle, qui puisse se dire, ah tiens, je peux également utiliser ça pour mon plan retraite, je peux faire ça comme investissement. Donc voilà un peu ce que je peux donner. Mais je voudrais également, permettez-moi, de parler du projet d'interopérabilité des services financiers numériques. Et je pense que c'est un projet qui est aujourd'hui dans sa phase finale. C'est un projet qui va permettre de faire des paiements instantanés, des paiements en temps réel, et qui va permettre de connecter dans un système fermé les banques, les institutions de microfinance, les établissements émetteurs de monnaie électronique, et sera donc l'occasion, en fait, pour vous, de permettre de diversifier l'offre. Sans oublier également qu'il faudrait inclure les institutions de microfinance qui sont aujourd'hui les structures qui sont les plus proches de la base. Et aujourd'hui, il faudrait penser comment est-ce qu'on peut associer les institutions de microfinance dans vos partenariats pour également permettre les objectifs que vous atteindre. Monsieur M. Ngari, dites-nous un peu quelle offre innovante pour mieux intéresser. Alors, sans faire la promotion de la gestion collective, je pense que les OPCVM peuvent être un des meilleurs canaux, on va dire, et produits, puisqu'ils sont destinés au mass market. Donc, quand je dis mass market, j'entends bien les particuliers professionnels, que ce soit une TPE, PMI, corporate et clientèle institutionnelle. Donc, ce sont des produits qui sont destinés pour tous. Et bien sûr, sans faire la concurrence des produits des compagnies d'assurance et des banques, c'est un complément. Le plus important, c'est de se compléter. Auparavant, effectivement, il y avait des divergences entre nous, opérateurs de gestion d'actifs, SGI, et par rapport à nos amis banquiers, ou bien sûr pour des soucis, on va dire, de photo finish. Donc, les produits étaient, on va dire, divergents. Mais non, ce sont des produits extrêmement complémentaires et qui sont destinés à tout type d'investisseurs. Bien sûr, nous sommes on va dire une industrie extrêmement réglementée, donc on est assujetti aussi à tout ce qui est conformité, donc KYC, Lab, et ça permet aussi de drainer, on va dire, des ressources durables, mais dans le bon ordre. Et aussi accessible à tous, à des valeurs liquidatives extrêmement faibles. C'est-à-dire on peut commercialiser des fonds à une VL de 1000 francs au départ. Donc, et ça permet de toucher, on va dire, le maximum de personnes.
et que ce soit on va dire des investisseurs ou des épargnants, parce que là, on est sur le mass market, donc des épargnants, initiés ou non initiés. Et je rebondis rapidement sur l'inclusion financière, qui doit être un sujet porté par les pouvoirs publics, la société civile et les médias. C'est très important. Généralement, un épargnant africain, donc, il raisonne pierre, immobilier, secteur agricole, achat d'un terrain, investissement dans le cheptel et matériaux, on va dire, de l'or. Donc, c'est une logique. Les marchés financiers, on va dire, c'est pas du palpable. Et c'est inverser cette logique et faire montrer à nos épargnants de nos pays que investir dans leurs États, c'est important, avec une sécurité d'investissement, avec une liquidité, ce que recherche aussi un épargnant, quand est-ce qu'il peut rentrer à tout moment et quand est-ce qu'il peut en sortir pour disposer de son épargne. Et bien sûr avec des niveaux de rendement extrêmement intéressants. Donc ce sont les trois piliers, on va dire, de la logique d'un épargnant de nos États. Merci, M. Ngari. Je reste toujours avec vous sur la question précédente qui est quelles sont les mesures à mettre en place dans notre contexte actuel pour favoriser la vulgarisation des comptes titres et les produits d'épargne financiers. Pour vulgariser, forcément, il faut s'atteler à des partenaires qui sont bien implantés, que ce soit géographiquement ou bien en termes de densité de population. Et forcément, les banques, les compagnies d'assurance, les opérateurs téléphoniques, très importants les opérateurs, et aussi s'adosser dans un futur très proche aux EME, donc pour bien, on va dire, cibler et offrir nos produits ou bien d'autres produits. Et surtout, donc, pour la gestion des comptes titres, donc, ça c'est une question beaucoup plus pour les SGI, qui sont nos partenaires, mais je dirais bel et bien cibler et diversifier les partenariats pour bien, on va dire, densifier, on va dire, et s'accaparer et placer l'épargne qui est présente dans nos pays. Merci, Monsieur Kofi. Pensez-vous que la mise en place d'un fonds de garantie des comptes titres serait un facteur pouvant amener le grand public à souscrire davantage aux produits d'épargne financière? Alors, moi, je pense que oui, mais pour répondre de manière plus globale, je vais parler du dispositif que nous, on privilégie. C'est d'abord, parce que quand on parlait de fonds de garantie, on peut supposer que les comptes sont ouverts aussi dans le réseau bancaire. Nous, ce qu'on a privilégié, c'est de concentrer l'expertise, comme je l'ai dit, au niveau de la SGI, SGO. On a aussi SG, Société Générale Conservateur, donc les titres sont conservés et les comptes titres au niveau de ces structures spécialisées du marché. Le réseau bancaire est exclusivement concentré sur la distribution. Ça permet de gérer tout ce qui est risque opérationnel, tout ce qui est risque de conformité, et puis, comme je l'ai dit, de pouvoir avoir la bonne information et une stratégie bien intégrée. Sur la partie réseau de distribution, alors pour continuer à vulgariser, ce qu'on essaye de faire et qu'il faut amplifier, c'est d'objectiver justement nos commerciaux autant sur la vente de produits financiers que sur la vente de produits d'épargne. C'est un peu ce qui avait été dit tout à l'heure sur le fait que parfois il y a un peu de concurrence et en fin d'année, chacun essaie de garder les ressources au sein des banques. Il faut qu'on objective, il faut qu'on incentive, qu'on montre clairement que c'est une stratégie intégrée. Je crois aussi qu'on a un outil formidable au sein de Société Générale qui n'est pas assez utilisé et on va commencer à le faire, c'est la maison de la PME. On sera tous d'accord de dire que les promoteurs de PME sont ceux-là qui facilitent l'inclusion financière, ce sont ceux-là qui impactent encore plus les communautés. Donc, au sein de ces maisons de PME qui existent aujourd'hui, et qui ont été créées pour former nos promoteurs de PME, je pense que là aussi, on peut diffuser la formation en termes de marché financier et les inviter à mieux comprendre tout ce qui est épargne collective et les différents produits financiers. Je crois que c'est une bonne façon aussi de contribuer à la vulgarisation. Merci. Madame Dabou, quel est votre rapport sur cette question, s'il vous plaît? D'accord. Alors, comme solution, nous voudrions proposer déjà l'assouplissement des conditions d'ouverture des comptes pour qu'ils soient accessibles à tous.
Aujourd'hui, au niveau de la Banque centrale, je pense que j'ai été interpellée du point de vue réglementation. Nous sommes en train de réviser l'instruction sur la monnaie électronique et nous voulons revoir à la hausse le plafond qui est aujourd'hui fixé sur les wallets, de sorte qu'aujourd'hui, une personne puisse aller au-delà des opérations qu'il effectue actuellement. Nous avons, je pense également que l'une des solutions, c'est la révision de la tarification. Alors, une étude que nous avons faite sur les services financiers numériques, la taxation en 2021, a montré que les modèles bancaires sont les plus onéreux par rapport aux autres modèles. Donc, il y a un effort également à faire au niveau de la tarification qui est appliqué à ces genres de produits. Et par rapport à cela, profiter en même temps de la tribune qui m'est offerte pour dire que, à côté de la révision du texte qui encadre les activités des établissements de monnaie électronique, nous avons également élaboré un projet de texte qui va encadrer les activités des établissements de paiement, donc les fintech, et je pense également que ce sera un apport substantiel pour le secteur financier. Merci Madame Dabou et merci chers panélistes, chers invités. Nous sommes au thème de nos échanges. Nous allons ouvrir pour quelques questions avant de faire une pause. Il y a une question de M. Boitreau qui est toujours en ligne. Je vous laisse la lire. Donc, s'il y a des questions dans la salle, nous allons en prendre 3 ou 4 pour que les panélistes puissent y répondre avant de faire la pause. On va avoir besoin de micro, s'il vous plaît. Il y a une main levée. Si vous avez des questions, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Il y a une main levée ici. Oui. Bonjour. Je suis Jocelyne Ba de la SOAGA. SOAGA, c'est Société ouest-africaine de gestion d'actifs. Et nous nous inscrivons aussi dans une architecture ouverte qui a de pouvoir signer notamment des partenariats avec des banques, avec des assureurs, parce qu'un constat a été fait effectivement, l'investisseur ou l'épargnant qui passe par la banque est certes beaucoup plus en sécurité. Donc il est beaucoup plus enclin et beaucoup plus réceptif quand on propose des produits qu'il ne connaît pas. J'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les différentes interventions, mais je trouve qu'il y a une chose que je n'ai pas retrouvée, qui paraît tellement simple peut-être, que nous passons tous à côté. Pour moi, c'est comment rendre accessibles nos offres, comment simplifier le message. Parce que nous avons tous fait des écoles de commerce, des certifications, mais le challenge pour moi, on n'arrive pas à, je cherche le mot, à transiger ou à rendre accessible ce que nous avons appris, de sorte à ce que celui qu'on a en face de nous puisse comprendre. C'est vrai, les gens souscrivent quand ils viennent dans les banques, mais il y a eu un constat qui a été fait. Dès qu'il y a un vent de panique, ces mêmes personnes désinvestissent. Elles désinvestissent, elles font de mauvaises publicités et elles ont du mal à revenir. Je vois en parallèle des sociétés qui viennent proposer on a tous vu sur le marché, des produits avec des revenus exponentiels. Ce sont des sociétés qui sortent de nulle part, on ne connaît pas, mais ces sociétés-là réussissent quand même à lever des montants importants sur nos marchés, alors qu'elles proposent même des produits qui ne sont pas structurés, des produits qui sont très risqués, mais elles arrivent à toucher le cœur de nos populations. Mais nous qui sommes sur des marchés réglementés, qui avons des produits qui sont top, qui avons des taux d'intérêt qui sont bien, on n'arrive pas à toucher au grand public. Pourquoi? Parce qu'on a des messages qui sont compliqués. La finance n'est pas accessible à tout le monde. Quand on a affaire à un directeur de BTP, un directeur de FinTech, même un assureur, il ne sait pas ce que c'est que la finance. Donc il faudrait peut-être que nous, les financiers, on redescende un peu. La finance fait peur, nos costumes font peur et on arrive avec des messages. Non, c'est sérieux. On arrive avec des messages. Quand on demande à quelqu'un d'expliquer ce que c'est que la gestion d'actifs, non, vous allez investir sur le marché financier. En fait, il y a la valeur liquidative. Mais c'est quoi la valeur liquidative? On a beau faire des sensibilisations, on a beau innover sur nos offres, on a beau utiliser tous les canaux de distribution, même comme Koura l'a dit, s'ils ne savent pas de quoi vous parlez, ils ne viennent pas.
Ou même quand ils viennent pour un court temps et ils repartent. Malheureusement, sur le terrain, c'est ce qu'on a remarqué. Donc, il faudrait peut-être que, tous ensemble ici, on essaie peut-être de réfléchir à des stratégies qui sont simples. Tout le monde a besoin d'épargner, quel que soit le niveau auquel on se situe, qu'on soit un directeur, qu'on soit autre, tout le monde a besoin d'épargner. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à passer ce message, à leur dire que les produits financiers qu'on leur propose, ce sont simplement des moyens pour épargner. Ils vont vous dire, mais je veux épargner, pourquoi je n'épargne pas à travers la banque? Si le marché financier me propose plus, autant aller à la banque aussi propose... Non, il faut qu'on explique quelque chose. Une épargne de précaution, vous allez à la banque a son rôle à jouer. Vous avez envie d'investir sur du moyen long terme. Extrêmement intéressant. Bon, excusez-moi. Concluez simplement. Je ne voulais pas vous couper, madame. Je voulais simplement vous concluer sur vos questions, ou alors les questions ont été prises, c'est bon? Vous avez pris une question par rapport à la dame? Oui, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Nous pourrons juste en prendre une dernière. Monsieur, faites court, s'il vous plaît, monsieur. Allez à votre question. Merci. La question sera rapide. C'est qu'on a beaucoup parlé de partenariat, mais il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le partage des données. Parce que je pense que Mme Sen l'a en partie abordé en parlant de KYC, mais aujourd'hui, est-ce que les acteurs sont prêts à partager leurs données pour faciliter ces KYC et qu'on puisse atteindre cette masse dont on a beaucoup parlé? Merci. Alors moi, je pense aujourd'hui que le partage des données est inévitable. Si aujourd'hui on veut suivre la tendance, le marché, les banques sont obligées de s'ouvrir. Vous êtes obligé de vous ouvrir pour pouvoir en fait acquérir des solutions qui sont adaptées aux besoins du client. Et c'est ce que Madame disait aujourd'hui, tout de suite. Je crois que vos solutions ne sont pas vraiment axées sur le besoin du client. Les conditions d'accès à vos comptes sont trop compliquées, permettez-moi de le dire en tant que régulateur. Aujourd'hui, nous travaillons avec le CONOBAFI pour voir comment alléger les conditions d'ouverture de compte, voir si à distance il n'est pas possible, par exemple, d'ouvrir les comptes, les populations qui sont dans des zones qui sont très peu desservies en infrastructures de communication. Et c'est des choses que nous allons intégrer dans la réglementation qui est en cours. Il faut également des produits qui sont dans des montants qui sont fractionnés, je veux dire, qui sont accessibles. 10 000 francs peut-être pour vous aujourd'hui, bon, une obligation, vous pensez que c'est abordable, mais pour une autre personne, c'est peut-être très onéreux. On peut regarder un peu le cas de la Tanzanie, le Kenya a été déjà donné, où le gouvernement a libéralisé en fait l'accès au marché des titres via l'application le téléphone. Vous connaissez bien M-Pesa. M-Pesa après a développé sa plateforme qui est maintenant appelée M-Abika, qui veut dire épargne. Aujourd'hui, un Tanzanien, un Kenyan peut facilement, à partir de son téléphone, acquérir des produits d'épargne qui sont sophistiqués. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut axer vos produits sur les besoins des personnes. Surtout quand on sait qu'on a un point bancaire sur 1000 km² et que par exemple les EME, ils ont 300 points de service par kilomètre carré. Je pense qu'il y a un partenariat, il y a vraiment des choses à creuser dans ce domaine. Merci. Peut-être pour compléter, alors sur le partage des données, il y a quand même une réglementation. Il y a la CIL qui existe, il y a la protection des données. On ne peut pas faire en fait tout ce qu'on veut, c'est assez réglementé et c'est d'ailleurs même normal. Donc les KYC correspondent à l'institution qui demande l'information au client. C'est un sujet qu'on peut regarder. Sur ce que Jocelyne a dit, je pense que Jocelyne, on va utiliser tes services aussi pour mieux vendre les produits dans les zones rurales. Je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a différents types de clients. Déjà, quand on parle de banque et de IMF, on parle de catégories de clients différents, de typologies différentes. Donc, effectivement, on ne vend pas un titre public en zone rurale comme on le vendrait en pleine ville. Le dispositif dont nous faisons référence, qui est le dispositif bancaire, correspond aux clients qui sont déjà dans la banque. Et je retiens par contre, et c'est vrai, je crois que le contenu de la formation doit être adapté pour rendre la chose beaucoup plus digeste. Mais je fais référence au prix. Quand je disais 5 000 francs, ou je crois mon collègue parlait de 1 000 francs, le prix c'est une grande barrière. Donc le fait déjà de dire que
à un prix maudit qu'on a accès au marché, ce n'est pas rien. Deuxièmement, je parlais aussi des sites qui diffusent l'information et de la formation continue de nos gestionnaires sur le terrain. Ça aussi, c'est des éléments qui sont importants. Je pense qu'on peut parfaire ça, mais il faut faire attention. Pour une banque, en tout cas, nous investissons beaucoup dans les IMF qui, elles, sont chargées de pouvoir développer en étant beaucoup plus présents dans les milieux ruraux. Donc, je reste attentif à ça. Ah non, il y a de l'épargne, mais je crois que vous êtes la Banque centrale, c'est vous qui nous régulez. Avec toutes les règles qu'on a à gérer, c'est clair qu'on est obligé à un moment de choisir ses combats. Donc je crois que nous, banques, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec les IMF pour les aider à être plus efficaces sur le terrain et contribuer à l'inclusion financière. Les maisons de la PME dont je faisais référence, c'est une réalité, vous pouvez venir les visiter. On diffuse de l'information non financière, des formations, et moi je pense qu'on devrait pouvoir faire mieux en matière d'éducation financière via ces maisons. Donc c'est un dispositif qui existe et qui est à la disposition du marché. Mais une IMF n'est pas une banque et les types de clients sont différents, donc il faut s'adapter en conséquence, enlever les barrières, regarder la fiscalité, c'est un élément fondamental, et puis aller vers de l'épargne automatique et puis un peu collective. Je crois que ce sont des chemins qu'on peut expliquer peut-être avec des mots plus simples, et je vais m'y atteler. Merci. Merci. Et Madame Séné, vous oui, je voulais juste ajouter, je peux rajouter un mot. Donc, juste pour le partage des données, oui, il s'agit pas de ça, il s'agit plutôt de les sécuriser et de les protéger, mais le partage des données est inévitable, comme l'a dit Madame Dabou. Maintenant, pour rebondir sur ce qu'a dit Jocelyne, je pense, je réitère encore mon message, c'est de dire, oui, vous l'avez dit, la banque, les clients font confiance à la banque est sécurisante, mais toujours faut-il qu'ils se déplacent, qu'ils aillent à la banque. Là, on parle de vulgariser, ça veut dire on ne demande pas aux clients de venir, on va vers eux. Et c'est là où elle a raison de dire, il faut simplifier le message et envoyer aux clients qui ne viennent pas à la banque. Et donc, c'est en passant par des acteurs comme nous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la formation passe par nous, pour que nous comprenions le message, pour que nous puissions. L'éducation financière, c'est aussi du marketing pour les attirer, pour leur faire comprendre de quoi il s'agit. Et donc, ça passe par la formation des acteurs de la chaîne qui vont passer le message pour que le client comprenne, parce que le client qu'on veut, le citoyen lambda, il ne va pas venir dans vos banques. Aujourd'hui, ce sont les institutions, ce sont les clients déjà intéressés au marché de la bourse qui viennent. Mais vraiment, le message, et je pense qu'elle l'a vraiment dit, c'est comment on vulgarise tout ça, comment on fait du marketing, en passant par former les acteurs de la chaîne de distribution pour que nous comprenions et nous puissions vulgariser, parce que ce sont des choses qu'on a montré qu'on sait faire, qu'on a déjà fait. Madame Dabou l'a dit, c'est proposer des services qui sont axés sur des besoins. C'est quoi le besoin de ces gens-là? Pour le moment, ils n'ont pas de besoin parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc voilà, c'était aussi pour saluer son intervention qui était très pertinente. Merci. Merci, Madame Sen. Et nous avons toujours Monsieur Boitreau de Washington en ligne. Et je ne sais pas s'il est connecté. OK. D'accord. Monsieur Boitreau? Oui. OK. Monsieur Boitreau, je viens vers vous pour vous demander, avec les échanges sur ce panel, et selon vous, est-ce que UEMOA dispose des atouts pour expérimenter les cas que vous aviez exposés tout à l'heure? Merci, c'est une question délicate et complexe. Tout d'abord, j'ai trouvé les échanges sur le panel extrêmement intéressants et ils soulignent à quel point il y a un intérêt et une demande pour ces produits retail. Moi, je dirais que, en tout cas, les piliers, les blocs de base sont présents. Comme le relevé les panélistes, maintenant, la difficulté est vraiment d'attirer et de convaincre des investisseurs particuliers à franchir le pas. Les expériences internationales que je décrivais ont aussi connu des difficultés sur cette phase pour convaincre un client d'entrer, d'investir dans un marché, dans un instrument financier de marché, que ce soit directement en ligne ou que ce soit avec son
son intermédiaire financier ou un nouvel intermédiaire financier s'il n'est pas bancarisé. Donc je dirais que les atouts sont présents. Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir aboutir à une offre intégrée qui inclut les intermédiaires, l'émetteur. On n'a pas nécessairement parlé aussi de l'émetteur et de son rôle et de ce qu'il peut apporter pour pouvoir créer un intérêt, aussi bien que le régulateur. Et les exemples qui ont été couronnés de succès montrent que un partenariat de ces trois acteurs est absolument indispensable. Donc le fait d'avoir ce type d'échange montre qu'il y a une volonté commune. Maintenant, la mise en œuvre est compliquée. En tout cas, du côté du groupe Banque mondiale, nous sommes totalement disposés à partager notre expérience en toute modestie, à partager des expériences internationales, à faciliter les échanges avec d'autres pays qui ont développé ce type de produit, si cela peut aider le développement du marché des titres publics. OK, merci. Je crois que c'est sur ces mots de M. Boitreau que nous allons clôturer notre panel. Je vous retourne la parole, M. Akoin. Merci infiniment. Merci à chaque panéliste. Merci, M. Ouyonvi, pour cette modération exceptionnelle.